cœur de l'idée du livre, la question centrale, enfin plutôt ce que le livre essaye de démontrer en priorité, c'est que l'idée selon laquelle il y aurait une islamisation de la France en particulier et de l'Europe en général est une idée erronée. Ça, c'est vraiment un des points centraux. Et pourtant, depuis le milieu des années 2000, c'est une idée qui est de plus en plus généralisée. Elle a deux aspects essentiellement, cette idée. Elle a un aspect quantitatif. On nous dit le nombre de musulmans augmente. Alors, on l'a vu dans la déclaration de Claude Guéant, mais au fond, Claude Guéant ne fait qu'exprimer ce que pense, ou du moins ce que croit savoir, une écrasante majorité d'Européens. Lorsqu'on fait des sondages, on se rend compte que c'est le cas. C'est-à-dire que, en gros, les musulmans auraient un taux de natalité supérieur. Ils immigreraient en grand nombre vers l'Europe, ce serait la première immigration vers l'Europe, et ils convertiraient à tour de bras. Ça, c'est l'aspect quantitatif. Moi, ce que j'ai voulu montrer, déjà, c'est que ça, c'était faux. Et j'avoue que je ne le savais pas au début, c'est-à-dire que je me posais réellement des questions sur cela, et j'ai essayé de savoir ce qui se passait. Je suis allé chercher chez les Eurostat, je suis allé comparer les chiffres, et je me suis rendu compte, progressivement, contre toute attente, que non seulement la plupart des chiffres qu'on donne en général dans les médias, qui courent sur Internet, sont des chiffres qui sont en grande partie faux, mais en plus mal interprétés, sortis de leur concept, sortis de leur contexte. Et on peut même dire que du point de vue quantitatif, non seulement la population musulmane se stabilise, mais elle a tendance à baisser dans l'ensemble du monde, du moins la courbe d'accroissement a tendance à baisser dans l'ensemble du monde, y compris et surtout en Europe. Par exemple, les taux même de natalité des musulmans sur l'ensemble du continent européen, concernant cela, le peu d'enquêtes qu'on a, parce que normalement on n'a pas le droit, en particulier en France, de faire d'enquêtes qui sont relatives à la religion, à l'ethnie, à la race, etc. Eh bien, le peu d'enquêtes qu'on a nous montre qu'au contraire, il y a stabilisation et même baisse de la natalité de ces populations qui seraient, qu'on va dire, d'origine turque en Allemagne, plutôt d'origine maghrébine en général en France, ou d'origine pakistanaise au Royaume-Uni. Et là, c'était déjà essayer de montrer que cette partie était fausse. Mais vraiment, c'est-à-dire faux, c'est-à-dire ce n'est pas le cas, et d'essayer de le montrer. Puis le deuxième point, qui est au fond plus grave, hein, parce que la partie quantitative du mythe est au service du deuxième point, c'est ce que j'appelle la partie qualitative du mythe, ou si vous voulez, l'idée qu'il y aurait une intentionnalité musulmane d'occuper l'Europe, de l'occuper symboliquement en se montrant, avec des signes vraiment ostensibles, l'occuper dans la rue. On a vu ce que dit Marine Le Pen, et puis on a vu aussi, il y a des sondages qui nous montrent, alors qu'il n'y a que 4 rues, par exemple, en France, où des musulmans font la prière du vendredi pendant à peu près aux alentours d'1 heure. Effectivement, ils le font dans la rue parce que les mosquées sont réellement trop petites. Alors j'essaie de vérifier, est-ce que c'est parce que les mosquées sont trop petites, comme certains disent ce n'est pas parce qu'elles sont trop petites, mais parce qu'ils veulent occuper le territoire. Bon, maintenant, j'ai la certitude que c'est vraiment parce qu'elles sont trop petites. Mais lorsque vous faites un sondage, lorsqu'il y a un certain nombre de sondages qui le montrent, un sondage en particulier, qui nous montre qu'il y a que la majorité des Français pense qu'il y a 180 rues occupées sur l'ensemble du territoire, alors qu'il n'y en a que 4. Là, on est vraiment dans le domaine du fantasme, de l'image, du sentiment d'être attaqué. Moi, j'ai voulu montrer que cette intentionnalité unifiée, cette espèce d'intention d'occupation, elle aussi était erronée, était complètement erronée. D'abord, il n'y a pas d'islam unifié. Ce qui caractérise l'islam, c'est sa difficulté, en particulier en Europe, à s'organiser parce qu'il y a une multitude de tendances. Et ça, c'est vraiment le deuxième point qui est extrêmement important. Et enfin, le troisième point qui me semble important dans le livre, c'est
pourquoi. C'est-à-dire, si c'est faux quantitativement, si cette intentionnalité est erronée, pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette image d'occupation? C'est là où il me semble que nous avons affaire à une crise très très forte de la conscience européenne. Il y a déjà eu des crises, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu des crises tout au long des années 80, des crises économiques, sociales, l'Europe qui sortait des 30 glorieuses. Pour la première fois, on avait un chômage de longue durée et un chômage vraiment endémique qui touchait les classes moyennes, même les cadres, les gens qualifiés. Bon, et effectivement, on a eu, là, à ce moment-là, une recherche de bouc émissaire, mais le musulman était un bouc émissaire parmi d'autres, à côté de l'arabe, à côté du noir, de l'immigré en général. Mais ma question est pourquoi on est passé à pourquoi est-ce que le bouc émissaire central est devenu le musulman? Ben justement, parce que si on disait, si on restait sur le bouc émissaire est un arabe, en France, plutôt un Pakistanais au Royaume-Uni, plutôt un Turc en Allemagne, plutôt un Noir ici, eh bien, on n'arrivait pas à donner une image d'envahissement intentionnel. Or, le point commun supposé, parce que tous les Turcs ne sont pas musulmans, tous les Arabes ne sont pas musulmans, et pareil pour les Pakistanais, mais le point commun supposé entre le Pakistanais, le musulman, enfin, pardon, entre le Pakistanais, l'arabe et le turc, c'est d'être musulman. Et comme c'est une religion étant fondée sur la foi, on suppose qu'il y a une intention particulière. Et c'est l'intention qui va prendre le dessus. On va dire, ils sont unis pour conquérir l'Europe. Ils ont l'air d'être différents en apparence, en réalité, ils sont unis. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette unité intentionnelle? On a besoin de cette unité intentionnelle parce qu'on est passé d'une crise qui était seulement économique et sociale. On avait besoin de boucs émissaires aléatoires, diversifiés, à une crise qui est plus profonde, qui est symbolique, c'est-à-dire l'Europe ne sait plus ce qu'elle est, compte de moins en moins à l'échelle planétaire, n'arrive même plus à maintenir cette place de conscience morale qu'elle avait réussi à maintenir tout au long du XXe siècle. Et donc, elle a besoin de trouver un coupable, mais un coupable qui a l'intention de nous conquérir, l'intention de dissoudre notre culture. Et ça, c'est le passage, à mon sens, de la phobie à la paranoïa du point de vue clinique. C'est la raison pour laquelle, quand on nous dit que les Européens sont islamophobes, du point de vue clinique, ça ne me semble pas être tout à fait juste. C'est-à-dire il y a de l'islamophobie, mais se superpose depuis les années 2000 à cette islamophobie la paranoïa. Et qu'est-ce que la paranoïa? La paranoïa, c'est justement le fait de supposer une intentionnalité maligne, éventuellement une intentionnalité cachée. C'est-à-dire ça peut se traduire par la théorie du complot. La différence entre le phobique et le paranoïaque, c'est que le phobique, lorsqu'il rencontre l'objet de sa peur, il l'évite, il change de trottoir, il appréhende. Donc il essaye de l'éviter. Alors que le paranoïaque, il cherche au contraire. C'est-à-dire que lorsque l'objet de sa peur ne se présente pas, s'il n'est pas seulement arachnophobe, mais qu'il est paranoïaque des araignées, si vous voulez, s'il est arachnophobe, il a peur de l'araignée et il s'éloigne de l'araignée, il essaye de l'éviter. S'il est paranoïaque par rapport aux araignées, quand il n'y a pas d'araignée en vue, il pense qu'elle complote quelque chose. Il pense même que c'est encore pire. Et il est un peu comme un hypocondriaque, il cherche des faits. Il est obsédé par les faits. Et vous avez remarqué que depuis les années 2000, nous sommes obsédés par les faits, les statistiques. Il faut tout compter. Il n'y a pas une religion au monde où on décompte plus que pour l'islam. C'est-à-dire, on décompte le nombre de mosquées, on décompte le nombre de musulmans, on décompte les taux de conversion, on décompte tout. Comme si un musulman en plus, c'était comme une sorte de propagation du mal. Il y a un supermarché avec un rayon halal, on nous dit ça y est, il se passe quelque chose d'horrible. Est-ce qu'en soi c'est horrible? On a le développement dans les supermarchés de rayons bio,
de nourriture, une multitude de niches. Aujourd'hui, nourriture sans gluten, tout ce que vous voulez. Et le halal, ça ne serait pas pareil. Le halal, ça serait une volonté de se visibiliser. Ça ne pourrait pas être même une simple stratégie commerciale. On voit bien que là, on est dans le domaine de la paranoïa. C'est-à-dire que on a le sentiment que ce halal, c'est comme un grain de beauté qui manifesterait quelque chose de plus profond que lui-même. Si avec ce grain de beauté, ça ne poserait pas problème. D'ailleurs, il le dit, si c'était seulement ça, si c'était seulement le halal, ça ne poserait pas problème. Mais c'est que ce halal, il est comme le grain de beauté sur un corps qui se croit atteint déjà par des métastases. Il croit que ce grain de beauté, c'est la manifestation de quelque chose de plus profond, de quelque chose de beaucoup plus profond. Et c'est pour ça que je comparais à l'hypocondrie, parce que quand je vais chez mon médecin, si je suis hypocondriaque, d'ailleurs je le suis un peu, donc je suis assez au courant, je connais ma maladie, du moins les faits qui pourraient valider ma maladie, quasiment aussi bien que le médecin, parce que je suis allé regarder dans des dictionnaires médicaux, aujourd'hui c'est encore pire, je suis allé regarder sur Internet, et donc le médecin a le plus grand mal à me démontrer que c'est faux, je n'ai pas de cancer, parce que je me base sur des faits, et à partir de ces faits, j'interprète mal. Par exemple, je vais dire, je donne un exemple, je vais dire en ce qui concerne les musulmans, voilà, la majorité des gens qui sont en prison aujourd'hui sont musulmans. Donc, il y a une tendance chez les musulmans à la criminalité. Et donc, c'est vrai qu'il y a une majorité de musulmans dans les prisons aujourd'hui. Mais la réalité dans l'interprétation, c'est seulement parce qu'il y a une majorité de musulmans dans les quartiers les plus difficiles aujourd'hui. Et d'ailleurs, ces musulmans, ces individus qui se retrouvent dans les prisons, ils ne sont pas forcément si musulmans que ça lorsqu'ils vivent dans leur cité, mais c'est une fois qu'ils sont en prison, pour s'amender, ils découvrent l'islam. Et pourquoi l'islam? Parce que ça les rattache à leurs racines, etc. Et vous voyez qu'on inverse la causalité du crime. L'islam, dans ce cadre-là, ça serait plutôt, dans un certain sens, pour s'amender. Et puis, effectivement, ce sont des quartiers où il y a pas mal de gens qui sont d'origine, on va dire, maghrébine ou subsaharienne, des pays à majorité musulmane. Et du coup, on va dire, ah, c'est parce qu'ils sont musulmans. Alors que ça serait plutôt le contraire. Ce qui m'amène à dire qu'en plus, on se trompe de cible. Parce que oui, l'islam s'est transformé, en particulier en Europe, sur l'ensemble de la planète, mais en particulier en Europe, depuis, je ne sais pas moi, depuis ces 20 dernières années. Mais il ne s'est pas transformé comme on l'imagine. Il est certes plus visible. Peut-être que certaines franges sont plus provocatrices, c'est-à-dire certaines franges de la population sont plus provocatrices de la population musulmane. Mais en réalité, si on prend l'exemple du voile intégral, quelque chose qui a vraiment défrayé la chronique en particulier depuis 2009. Nous, les enquêtes que nous avons menées à l'Observatoire du religieux, laboratoire que je dirige, avec toute une série d'étudiants, de doctorants, ces enquêtes, elles nous ont révélé un phénomène étonnant. Et au départ, on ne partait pas pour trouver ça du tout. On voulait savoir ce que c'était que ce voile intégral. On partait vraiment de façon très naïve, on voulait essayer de comprendre. Et on s'est rendu compte, après plusieurs mois d'enquête, que ce nouveau voile, enfin ce voile intégral, certes, il pouvait caractériser de l'excentricité, il pouvait caractériser certains problèmes, qu'on pourrait qualifier comme étant des problèmes. Mais le plus souvent, ce qu'il manifestait, c'est quelque chose, un phénomène anormalement normal dans notre société actuelle, c'est-à-dire la recherche d'un réenracinement, et pas du tout la recherche de politisation pour adhérer à des réseaux spécifiques, salafistes et autres. C'était donc lorsqu'on interroge ces jeunes femmes, lorsqu'on interrogeait les jeunes femmes, on s'est rendu compte qu'elles avaient un discours, bon, toutes choses égales par ailleurs, qui était assez proche du discours New Age. Elle disait qu'elle voulait se transformer elle-même, se rapprocher de Dieu, et donc, in fine, elle voulait se distinguer. Donc pas prosélyte, parce qu'elle ne voulait pas que tout le monde fasse pareil, puisque c'était une manière de dire qu'elle
elles étaient plus proches de Dieu, que c'était une manière de se connaître elles-mêmes, de se découvrir, etc., etc. Et quelque chose de très intimiste, pas fondé sur le réseau. Alors, vous pourriez me dire, dans les circonstances actuelles, comment est-ce que vous pouvez dire ça alors qu'il y a des meurtres, alors qu'il y a des individus assassinés, qu'il y a une sorte un espace public qui est troublé aujourd'hui à travers ce problème. Et je dirais que, justement, le mythe de l'islamisation, ce mythe-là, c'est un mythe délétère, c'est un mythe qui met en place une sorte de scène de théâtre, c'est ça un mythe, qui met en place une sorte de scène de théâtre, avec des positions particulières sur cette scène de théâtre, et des individus qui prennent de plus en plus au sérieux leur rôle sur cette pièce de théâtre. C'est ça qui pose problème. Vous avez le rôle du héros, qui veut défendre les valeurs occidentales, européennes, qui se sent attaqué de toutes parts, le héros un peu paranoïaque, hein, qui peut être un journaliste, qui peut être un populiste, qui peut être un homme politique, qui peut être tout ce que vous voulez, hein, qui peut être un éditorialiste, qui peut être tout ce que vous voulez, mais qui peut aussi être celui qui va passer à l'acte pour défendre l'Occident. C'est-à-dire qu'il y a toutes les intensités possibles. Et ces intensités se nourrissent. Ça va être Anders Breivik en Norvège. C'est-à-dire qu'il va écouter ce type de discours d'individus qui prétendent défendre l'Occident. C'est ce que d'ailleurs les policiers ont retrouvé, c'est ce type de discours qu'ils ont retrouvé sur son ordinateur. Mais lui, il va passer à l'acte. Ceux qui sont seulement des intellectuels ou des journalistes et autres, ils vont prendre au sérieux leur position, mais ils ne vont pas passer à l'acte. Mais lui, comme il est particulièrement frustré, complexé, qui est dans une situation difficile, boum, il va y avoir ce passage à l'acte. Puis, il va y avoir la posture du peuple trompé, qui est nourrie par la posture du héros, qui se sent trompé, qui se sent minoritaire alors qu'il est majoritaire. C'est assez bizarre comme phénomène. Puis on a la troisième posture, c'est la posture du traître, le multiculturaliste, présumé de gauche, présumé trahir toutes les valeurs de l'Europe, de l'Occident. Et enfin, on a la quatrième posture. La quatrième posture, c'était la posture, à un moment donné, c'était quasiment la posture du musulman tout court. Puis c'est devenu l'islamiste. Et puis aujourd'hui, on parle de salafiste. C'est devenu le nouveau mot valise, salafiste. Mais c'est très mauvais parce que même chez les salafistes, l'écrasante majorité des salafistes, salafistes, ça veut dire ceux qui veulent adhérer, revenir à un islam plus pur. Mais l'écrasante majorité des salafistes, mais vraiment l'écrasante, même des salafistes, je ne parle pas des autres, puisque les salafistes eux-mêmes sont quand même minoritaires, mais même à l'intérieur des salafistes, l'écrasante majorité, je dis bien, ils ne sont pas pour une action politique, donc a fortiori pas pour une action violente, puisqu'ils sont pour un islam qui ne s'occupe pas de politique parce que la politique elle-même est souillée, parce que l'action déjà les souillerait leur islamité. Il y a un côté, il y a une sorte de mystique salafiste. Et pourtant on va dire salafiste aujourd'hui pour désigner tous ces gens qui peuvent passer à l'acte. Ce qui est dangereux, c'est que la plupart des musulmans, mais vraiment l'écrasante majorité, quand je dis l'écrasante majorité, c'est plus que ça au fond, des musulmans ne se reconnaissent absolument pas dans cette posture-là. Mais cette posture, elle est construite par le mythe de l'islamisation, par cette espèce de mythe qui s'impose à eux, par cette espèce de discours qui est exprimé de l'extérieur, en dehors d'eux, en quelque sorte. On l'a vu avec l'affaire des caricatures. La première et puis la deuxième affaire des caricatures. Moi, ce que je remarque, c'est qu'il n'y a quasiment pas eu de manifestation de musulmans en Europe. Très très peu. Lorsqu'il y en a eu, il n'y avait aucun incident, Et elles ont une ou deux fois dépassé les 100, 200, 300, 400 personnes. 600 personnes une fois en Suisse. La plus grosse manifestation de musulmans, une des plus grosses manifestations de musulmans, c'était après la loi de 2004 contre l'interdiction du simple voile à l'école publique. Il y avait 3000 personnes, il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu de problème. Mais par contre, on a vu des manifestants, des gens un peu hystériques. C'était des manifestations qui étaient organisées dans les pays arabes, en général des dictatures, comme en Syrie ou en Iran. Et dans les débats télévisés, on voyait ces
ces manifestations, ces gens hurlaient, hein, avoir des actions extrêmement violentes. On sait que dans ces pays, si la manifestation a eu lieu, c'est qu'elle est commanditée ou qu'elle est plus qu'autorisée. Hein. Et immédiatement après, on avait un débat pour savoir si il fallait tolérer cette espèce de demande qu'ont les musulmans en Europe, alors qu'eux ne s'étaient pas vraiment manifestés. Mais du coup, le fait de faire ça, le fait de mettre en place cette mise en scène, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait qu'il y a des jeunes dans les cités qui souvent n'étaient pas musulmans, n'étaient même pas musulmans eux-mêmes au départ, des jeunes dans les cités qui vont finir parce qu'ils se sentent oppressés, ils sentent subir le racisme, la pression économique et sociale, ceux qui sont les plus frustrés, qui vont se mettre dans cette posture, qui vont vouloir devenir des martyrs, et en fait qui vont vouloir devenir salafistes. Alors parfois ils ne lisent pas, on le voit aujourd'hui, ils ne lisent pas l'arabe, ils ne connaissent pas le Coran, l'islam ils connaissent à peine. C'est même plus la peine qu'ils aillent en Afghanistan s'entraîner ou faire quoi que ce soit, mais d'un seul coup, ils veulent devenir des martyrs, ils veulent lutter contre quelque chose. Et le mythe de l'islamisation leur offre sur un plateau cette raison. Si ce n'était pas l'islam, ça serait autre chose. Mais par contre, dans l'espace public, dans l'opinion, ça va confirmer que c'est l'islam en particulier. Et le fait que dans l'opinion publique, ça confirme que c'est l'islam en particulier, ça va nourrir ces gens-là leur désir, justement, d'entrer en action. Moi, ce que je voudrais, le message que j'aimerais essayer de faire passer, c'est que c'est cette mise en scène morbide à laquelle il faut s'attaquer. C'est cette mise en scène absolument morbide à laquelle il faut s'attaquer. Si vous voulez, Mohamed Merah, c'est l'envers, ou si vous voulez, c'est l'envers de la même pièce de théâtre que celle dans laquelle joue Anders Breivik. Mohamed Merah, on voit bien, il n'était pas vraiment musulman. C'était quelqu'un qui s'intéresse, qui buvait de l'alcool. Il avait collaboré avec les services de police au départ pour essayer de se faire une vie. Puis ça n'avait apparemment pas très bien marché. Il voulait rentrer, il a voulu avoir une carrière de légionnaire. Il s'est identifié à la Légion. Il n'est pas entré dans la Légion. Donc il a été de plus en plus frustré. Et finalement, il lui restait ça, cette espèce de figure de martyr. Hein. Et rappelons-nous, quand on nous dit qu'il a tué des juifs, oui, parce que dans ce théâtre morbide de l'islamisation, effectivement, la figure du juif est redevenue, pour ces minorités, vraiment cette extrême minorité, une sorte de figure repoussoire dans ce théâtre tragique, morbide, paranoïaque. Hein. Mais remarquons qu'il a commencé par tuer des légionnaires. Il a tué des légionnaires parce qu'il a tué tout ce qui était l'objet fantasmé de sa frustration. Il n'a pas pu entrer à la Légion. Et au passage, il a très certainement tué des musulmans parmi ces légionnaires, au moins 2. Probablement. Donc vous voyez qu'on est dans une sorte de théâtre absolument délétère, absolument dangereux. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin, les réseaux musulmans, islamistes, durs, terroristes, ne se portent pas très bien. C'est faux qu'on arrive à recruter si facilement. C'est pour ça d'ailleurs que les réseaux islamistes durs, terroristes, ont besoin d'envenimer les choses, ont besoin de participer à envenimer les choses pour qu'il y ait des passages à l'acte sporadiques, en Europe en particulier. Parce qu'ils sont de moins en moins capables d'organiser de véritables attentats sans ces passages à l'acte sporadiques. Mais justement, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a plus besoin des réseaux. On n'a plus besoin de ces réseaux organisés parce qu'on a Internet et parce qu'on a ce théâtre horrifique, tragique de l'islamisation. Alors je dirais que résoudre le problème, ça passerait véritablement par une réflexion à l'échelle européenne sur la place de l'Europe dans le monde, sur ce qu'est cette Europe. Parce qu'il faut bien comprendre, que l'Europe, ça a été le monde. C'est pour ça qu'on disait Première Guerre mondiale. Pour la guerre de 14-18, alors que ça s'est essentiellement passé en Europe, entre la France et l'Allemagne. Après, évidemment, ça s'est élargi, mais on a dit Première Guerre mondiale parce que l'Europe, c'était le monde. Aujourd'hui, l'Europe, ce n'est plus le monde, et c'est difficile à admettre. On a bien vu que tous les débats sur l'identité nationale au milieu des années 2000 ont tourné sur l'intégrateur négatif de l'islam.
On a bien vu tout ça. Alors moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème à l'intérieur de l'islam. Parce que si l'islam peut aussi être si facilement instrumentalisé par des terroristes, c'est parce qu'il y a aussi un complexe. Il y a aussi ce que Freud appelait une blessure narcissique qui remonte au XIXe siècle, au sein de l'islam, qui est à l'origine de l'islamisme, de toute cette espèce de cette volonté d'en découdre avec un Occident qui aurait vaincu le monde arabo-musulman. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette blessure narcissique, qui est à l'origine de l'islamisme terroriste, en fait, elle s'est refermée chez les nouvelles générations. Y compris chez les nouvelles générations qui ont cette espèce de visibilité arrogante de musulmans, de nouveaux musulmans qui veulent revenir au halal, etc. Mais en même temps, parce que l'Europe, elle, aujourd'hui, a cette espèce de complexe, cette espèce comme s'il y avait un transfert de complexe, parce que l'Europe, aujourd'hui, a cette espèce de blessure narcissique, eh bien, elle, en luttant contre cette espèce d'islam imaginaire, elle finit par créer une nouvelle frustration et qui engendre cette nouvelle mise en scène morbide. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment s'attaquer à ça. Il faut réfléchir au problème de façon clinique. Il ne faut surtout pas être angélique. Bon, la question n'est pas d'être angélique, mais faire un vrai diagnostic au-delà de nos émotions. Parce que c'est seulement par un vrai diagnostic qu'on saura où est le problème. Quand on veut se guérir d'une maladie, s'il y a vraiment une maladie du terrorisme, s'il y a vraiment un problème, il faut commencer par faire un vrai diagnostic. C'est ce qu'essaye de faire ce livre.